suuf ba jóg bari yërmande dootul ndox te dootul suuf. Symboliquement, c'est très important. Et puis c'est un investissement sénégalais, c'est facile. Donc nous sommes dans la salle 3. C'est une salle de 110 places. C'est la salle la plus petite du complexe. Cette salle, comme vous le voyez déjà du point de vue de l'architecture, du point de vue des couleurs, nous avons cherché la meilleure harmonie possible. Parce que chacune des salles a une identité. Et cette identité-là devait être respectée pour respecter également le cahier des charges architecturales. C'est une salle qui est dotée techniquement des équipements dernier cri du point de vue du son et du point de vue de l'image, qui est au monde partout, qui nous a donné des équipements également de dernière génération, avec un processeur qui permet d'avoir un son qui est extrêmement fluide et qui permet derrière au client d'avoir une réelle expérience. Les autres aux femmes, des chansons déclinées sur la beauté des femmes, sur leur importance dans notre société. Et je suis toujours en conflit quand les gens disent qu'en Afrique, les femmes sont... Non, je ne crois pas ça. Je crois qu'en Afrique, les femmes ont une place extraordinaire, qu'elles assument dans leur féminité, qu'elles assument dans leur maternité, qu'elles assument dans leur rôle de régulatrice sociale et comme surtout éducatrice. Moi, j'ai eu la chance de vous connaître, d'avoir été élevé par des femmes. Les femmes qui m'ont apporté tout ce que j'ai. Et en bouclant cette trilogie, je voulais m'adresser aussi à l'humanité. Une humanité en crise, une humanité perdue, où les valeurs se cherchent. Tout le monde cherche un abri. Nous avons un parapluie extraordinaire qui est notre propre identité, notre propre culture. Nous avons des choses à dire au monde et je dis souvent que ce monde cloquille parce qu'il lui manque un pied essentiel. Et ce pied-là, c'est l'Afrique. Et cette Afrique-là, elle est immense, elle est belle, elle est généreuse, elle est porteuse d'espoir. Et moi, je voulais justement boucler l'ensemble de cette trilogie en apportant justement un regard nouveau, avec une équipe totalement sénégalaise. C'est la première fois que je fais un film 100% produit, 100% sénégalais et ivoirien, avec que des techniciens sénégalais. Et ça, je le dois au FOTICA, je le dois à la direction de la cinématographie. Je profite de cette tribune pour chaleureusement féliciter M. Yérim Habib Sow, chairman du groupe, singulièrement pour la réalisation de cette infrastructure culturelle qui renforce l'attractivité de la destination.
toutes les chaleureuses félicitations du président de la République, mais sa gratitude pour les nombreuses et bonnes œuvres qu'il est en train de réaliser ici au Sénégal et partout en Afrique, étant ainsi un excellent ambassadeur de la vitalité économique et aussi de l'industrie du peuple sénégalais. Notre souci constant est de renforcer notre place sur l'échiquier culturel mondial. Aujourd'hui, nous marquons à nouveau un pas résolu vers cette grande nation. Je suis personnel. À regardant l'heure de film Khaled, le commandant Moussa Sek Absa, nous comprenons davantage que nous devons maintenant renouer avec cœur, avec joie, avec bonheur, avec discipline. Le complexe tel qu'il est conçu montre un espace de vie. Plus que de regarder un film, c'est venir s'épanouir en famille, en ami, en compagnie galante parfois, mais toujours irrigué par le désir de découvrir, de vivre ensemble le bonheur partagé dans un pays qui est connu comme celui de la terre, la paix, la concorde et l'unité nationale. Ainsi, je déclare, ouvert le complexe cinématographique Cinéma du Ciplaza, qui vous remercie de votre aimable attention, tout en souhaitant plein succès à ces initiateurs et à l'ensemble des autres qui ont interagi avec ce complexe. Je vous remercie. Voilà. Qui a mené le projet à terme avec Sorna et qui est pour moi une bonne graine dans la production africaine. Voilà le Laurent Biti de la Côte d'Ivoire. Et puis, il faut signaler aussi la présence dans ce film d'Ibrahim Maïtié. Il est, mesdames et messieurs les photographes, pouvez immortaliser ce moment. Merci beaucoup à tous, bravo. Et le ministre va vous rejoindre. Les deux ministres. Monsieur le ministre Biram Faye et le ministre, et puis monsieur le secrétaire général du groupe Telium. Voilà. dootul ndox te dootul suuf àddina këmananji boole cee gudd tànk suuf ba jóg bari yërmande dootul ndox te dootul suuf Ma première question, c'est par rapport au film. On a vu que 25 ans après Tableau Ferraille, vous nous revenez encore avec Khaled. C'est quoi le lien entre ces deux films? Après, l'autre, c'est par rapport à la renaissance des salles de cinéma qui se propage dorénavant. Est-ce vraiment un pas en avant pour trouver une solution à la distribution et à la productivité des œuvres filmiques aussi? Oui, pour moi, le film est... Dans une œuvre, je pense qu'il y a body of work. C'est un travail qui se fait tout au long d'une carrière. Et mon travail a consisté le plus précisément à immortaliser d'abord un lieu. Un lieu qui est le lieu de mon enfance, qui est vraiment Tableau Ferraille, où je suis né, j'ai grandi, qui est mon studio de cinéma, où j'ai fait tous mes films, en fait. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la mémoire des lieux, mais aussi la mémoire des gens qui ont peuplé mon enfance. Qui sont... Souvent, je dis que je n'écris pas, en fait, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses se sont écrites en moi. Ça veut dire que j'ai beaucoup de... Il y a du vécu, il y a de l'entendu, il y a mon imaginaire un peu. Mais pour moi, le lien entre 96 où j'ai fait Tableau Ferraille et 2022, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il s'est passé Madame Brouette.
Il s'est passé des films Teranga Blues, il s'est passé Yolé, il s'est passé Black and White, il s'est passé Gorgorlou. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont été comme des sédiments, qui m'ont aidé à faire une conglomération de choses, une mise en abîme de tout ce que j'avais gardé tout le long de cette carrière-là. Donc pour moi, entre Tableau Ferraille et Khalé, il s'est passé mon regard sur le monde, qui a beaucoup changé. Hein, quand je faisais Madame Brouette, Tableau Ferraille, j'avais 35 ans, 35. Là, j'ai 65 ans. Donc, il y a eu presque 30 ans qui se sont passés. Donc, 30 ans dans une vie, ça compte. Et on mûrit, on regarde le monde aussi avec d'autres yeux, beaucoup plus candides, je trouve. Et donc, voilà, pour moi, les deux mondes sont deux mondes qui sont parallèles, mais qui s'entrecroisent quelque part. Maintenant, pour ce qui est des salles de cinéma, je remercie Telium qui m'a fait l'honneur de venir ouvrir cette belle salle. Je pense que on ne pouvait pas espérer mieux qu'avoir cette salle qui n'a rien à envier, comme l'a dit monsieur le ministre, à aucune salle au monde. Moi, j'étais là, j'étais à San Francisco, j'ai montré mon film, j'étais à Londres, j'ai montré le film. Cette salle est meilleure que toutes les salles où j'ai été et montré le film. L'écran est beaucoup plus majestueux, la salle est... Donc c'est vraiment... Et je pense que c'est tout le bien qu'on peut imaginer pour notre cinéma. D'abord, réconcilier les Sénégalais avec le cinéma. Moi, quand j'étais petit, il y avait 25 salles de cinéma à Dakar. Al-Akbar, Liberté, Magique, El Mansour. Moi, j'allais au cinéma tout le temps. Donc, j'ai l'impression que j'avais toujours peur en me disant à mes enfants, mais c'est dommage que vous ne connaissez pas le cinéma. Vous n'allez pas dans les salles. Et bon, il y en a qui a... un de mes fils a 25 ans, là, il était là dans la salle, et je dis, mais enfin, mes enfants vont pouvoir aller dans une salle de cinéma. Et peut-être renouer avec ces moments de poésie, ces moments de tendresse, de communion en famille, entre copains, entre copines, l'ambiance de la salle obscure. Je pense que ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup à cette ville. Et une ville comme Dakar, qui quand même représente pour moi énormément de choses. C'est pour moi une des plus belles villes au monde. Une ville comme ça doit avoir des salles comme ça, ça ne devait jamais disparaître. Ça, c'est un. Mais je suis content maintenant qu'il y a d'autres initiatives qui se sont greffées là-dessus. On a Canal Olympia, on a Pathé, on a le complexe Semben. Mais je pense qu'il va falloir aussi aller dans les quartiers populaires. Il faut que le cinéma aussi se déplace, mais avec des petites unités qui ne coûtent pas cher, où les gens peuvent venir. C'est juste, je ne sais pas moi, 500 mètres carrés, machin, un mur blanc et une cabine. Donc je pense qu'il va falloir que les communes aussi aident à cette diffusion de nos films. Et je pense aussi pour l'industrie du cinéma, c'est extraordinaire. Je pense qu'il va... Maintenant, la chaîne de valeur du cinéma est en train de se reconstruire petit à petit. Parce qu'on a fait souvent des films sans que personne ne les voie. Moi, j'ai fait tellement de films, j'ai fait au moins une dizaine de films. Beaucoup de Sénégalais n'en ont pas vu plus de 3 ou 4. Et je suis ravi que je puisse maintenant voir... Et puis qu'on arrive à faire des rétrospectives de Semben, de Djibril. Je pense que ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place pour justement ramener les Sénégalais et les étrangers qui vivent parmi nous, de venir se ressourcer sur cette belle culture cinématographique sénégalaise. Africaine que nous voulons mettre en place. Et ce complexe n'a pas échappé
à cet ADN qui est très forte dans notre groupe. Et cette idée de mettre en place un complexe cinématographique n'est pas juste une idée qui est basée sur ce qui se fait de manière classique, où on met des blockbusters, où on met des films d'ailleurs. Pour nous, et on le dit toujours, ce complexe cinématographique est d'abord un complexe culturel. Il est un complexe culturel qui doit être au service de la culture sénégalaise et de la culture africaine, comme ce que nous avons toujours fait dans tous les secteurs où nous sommes présents. Et dans ce complexe, il sera question aussi de voir comment on peut apporter une véritable contribution à l'industrie cinématographique sénégalaise et à l'industrie cinématographique africaine. Donc nous ne nous donnons aucune limite par rapport à notre programmation, qui va se présenter de manière variée et qui va mettre en avant également des films de notre pays, des films qui sont faits par des cinéastes sénégalais. Parce que ce que M. Moussa Senabsa disait tout à l'heure est très vrai. Il y a une nécessité de réconcilier les Sénégalais avec le cinéma. Il y a une nécessité aussi de faire un autre travail de plus en termes de pédagogie, en termes d'éducation, pour qu'ils puissent revenir à du cinéma fait par des Sénégalais et pour les Sénégalais. Et je pense que le simple fait de mettre en jeu la société, de mettre en jeu un certain nombre d'éléments qui sont des sujets d'actualité et qui parlent à notre peuple, il est nécessaire d'avoir des complexes pour pouvoir porter cela. Et aujourd'hui, c'est la véritable vision du groupe Télium. Donc c'est une très bonne chose, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de salles au niveau de Dakar. J'espère juste que nous serons accompagnés dans cette dynamique pour que ces salles soient des cadres d'expression culturelle et en faveur de la culture sénégalaise et de la culture africaine. Nouvelle pour le film, parce que déjà ça dénote de la qualité du travail. Ça permet aussi de mettre un peu la lumière sur notre cinématographie, pas simplement au niveau du Sénégal, mais de la cinématographie africaine. Moi, je pars toujours du principe que le cinéma sénégalais est un cinéma très particulier. Quand je parle comme ça, les gens disent « mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Je dis par là, il y a quelque chose de... Il y a un ADN de notre cinéma. Et cet ADN, c'est l'ADN de Djibril, c'est l'ADN de Sembène, c'est l'ADN de Safi Faye, c'est l'ADN de Ababakar Samb Maharam, qui ont marqué quand même notre cinéma avec de belles productions. Et je pense aussi que nous avons, à travers Khalé, une occasion, je crois, de montrer sur l'international. Moi, je l'ai montré à Londres, au London Film Festival. Je l'ai montré à San Francisco. Je l'ai montré à Tunis. Ça a été montré à Adélaïde, en Australie. Et donc, le film, les échos que j'ai, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le ressenti des gens quand ils sortent du film? Les échos me sont encore favorables. Hein? Je pense que c'est un film qui nous parle, qui touche, qui soulève des questions existentielles, qui sont des questions importantes. Et pour moi, je dis souvent que le cinéma, c'est comme un peu, c'est comme gratter l'écaille de la peau. C'est arriver à tirer sur la peau et sortir cette texture comme une gravure de notre mémoire, de notre ADN, de notre vécu. Hein? Et moi, je pense que Khalé peut faire son chemin là-dessus. Aux Oscars, pourquoi pas. Voilà, je veux entrer dans le fond du film Khalé. Khalé sous-entend l'enfance, et quand on parle d'enfance, on parle d'innocence. Alors ce thème-là, je pense qu'il est tellement différent des autres. Vous l'avez dit tantôt, dans vos œuvres, on sent l'imaginaire. Mais dans Khalé, on sent la réalité, le train-train quotidien des Sénégalais et la vie chère qu'on est en train de tout subir, disons, des faits de société que vous avez développés dans Khalé. Donc si vous pouvez revenir dans le fond, nous dire si votre cible a changé, parce que là on comprend que vous voulez toucher une autre cible. Vous avez la parole, monsieur Sarr. Je parle de la même chose, hein, différemment peut-être. Hein, je parle de la même chose. Hein, autant dans Tableau Ferraille, on sentait la maternité,
la fertilité, la polygamie, on sentait l'influence politique sur les décisions de société, on sentait la présence de la mère et la fraternité et l'amitié trahie. Donc on sentait tout ça. Mais on sentait aussi, en background, on sentait aussi que ce n'étaient pas des milliardaires, que c'était des gens, bon, c'était les petites gens, comme disait Djibril, qui sont là, qui mènent leur vie. Mais ce n'est pas de la misère. Hein. Attention, ce ne sont pas des misérables. Ce sont des gens qui vivent avec des difficultés. Mais c'est ça qui les rend humains. Et c'est ça qui les rend beaux. Parce qu'ils sont confrontés à des choses essentielles. Trouver à manger, gagner un peu sa vie, supporter sa famille. Comme dit le père dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, moi, de toute façon, ce que je fais, moi, je n'envie personne. Je me suis occupé de ta mère, je me suis occupé de mes parents, je me suis occupé de tout le monde. Et tout ce que j'ai, je le partage avec les miens. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité, on a une force extraordinaire, hein, que je pense qu'il faut garder. C'est notre capacité de fédérer le peu qu'on a, le tout peu. Hein. Vous allez dans une maison, il y a très peu, mais ils sont prêts à partager le très peu qu'ils ont. Et ça c'est un ciment extraordinaire de notre société. Donc moi je parle de cette société, mais avec toujours le même regard. Le même regard, mais peut-être beaucoup plus approfondi. Là, peut-être je touche plus à l'innocence de cette fille. De cette fille qui pense devenir, comme sa grand-mère dit, un cadre de la société sénégalaise, et qu'elle compte parmi les meilleurs cadres, et qu'elle a cet univers dans sa tête. Et en contrepartie, qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle a perdu cette innocence qui est pour moi sacrée. Et c'est ça qui l'a mené là où il a été. Merci, félicitations d'abord. Je m'appelle Fama Dione, je suis journaliste à la RFM. Alors j'ai deux questions. La première, c'est que dans Khalé, on voit une scène, une fille âgée de 15 ans qui se fait violer. Son violeur n'a pas été emprisonné dans un contexte où on parle de criminalisation du viol au Sénégal. Donc du coup, c'est la prison ferme qui attend le violeur. Mais la personne, on a vu, on l'a chassé du village. Est-ce à dire que vous souhaiteriez qu'on retourne à cette méthode? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est Atoumane, sa peine, c'était de le faire sortir de la localité. Mais pour Awa, c'est quoi sa fin finalement? Il y a une chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est que les sociétés africaines ne connaissaient pas la prison. La prison est une invention de l'Occident. Dans nos sociétés, quand quelqu'un faisait un crime ou un délit ou quelque chose de grave, ou on le punissait physiquement, ou c'est-à-dire ça peut même aller jusqu'à le tuer, l'éliminer, parce qu'il est nocif à la société. Mais souvent, ce qui se passait, c'est qu'on demandait à la personne de voyager au nord, par exemple, sur 250 villages. Mais 250 villages, dans les années 1700, ça faisait que tu peux trouver des noms sénégalais au fin fond du Niger. Donc c'est ça que je voulais ramener. C'est-à-dire que la punition, elle n'est pas la punition, c'est pas le droit napoléonien, hein, mais c'est notre droit. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un jugement comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on ne le met pas en prison. Parce que la prison, pour moi, dans ce contexte-là, n'existe pas. C'est plus grave. La pire des prisons dans ce film, c'est quand les femmes lui jettent les chaussures. Quand il se bat avec ses démons, tout seul. Et que les femmes disent, on va le tuer, non, on va le faire manger. Non. Et tout d'un coup, le voilà tout seul entouré de ces gifles invisibles, de ces fouets invisibles, qui sont ces chaussures. Jeter une chaussure sur quelqu'un, c'est la pire des insultes.
C'est l'humiliation suprême. Donc voilà un homme qui est humilié par les femmes. Ça, c'est la pire des punitions. Et l'autre question, madame? Mais la fin pour... Ah, là, je vous laisse, là, je vous laisse la fin. Je vous laisse la fin, madame. J'aimerais juste que vous reveniez un peu par rapport à l'accessibilité, les prix pour accéder à la salle, parce que les gens disent que c'est bien beau de faire des salles de cinéma, mais aussi l'accessibilité pour les gens qui puissent venir, surtout à la jeune génération, qui puissent venir. Vous nous dites un peu par rapport à l'accessibilité des prix. Tonton Moussa, merci beaucoup pour ce beau film qu'on vient de regarder. Comme aussi la rumeur, la rumeur n'a pas de visage. Et cette musique est une musique de tête, c'est une musique dans la tête. Les textes ne sont pas des textes qui sont liés à l'histoire à proprement parler, mais ça évoque des choses qui nous renvoient à des similitudes, qui aiguisent nos sens, qui nous titillent l'oreille, hein, et qui nous orientent ou nous désorientent par rapport à certaines choses. Donc pour moi, la musique elle est essentielle. En général, je fais la musique avant le film. Je compose la musique avant le film. Et je vais vous faire un aveu. Quand je fais un film, moi j'écris beaucoup de textes. J'écris beaucoup. Moi j'écris presque tous les jours, je peux dire j'écris. J'écris tous les matins. Il m'arrive dans le mois, je me retrouve avec 20 textes. Et en lisant les 20 textes, et en relisant, il y a un texte qui sort. Et ce texte-là me parle. Et ce texte devient quelque chose presque comme quelque chose qui tourne tout le temps dans ma tête. Et c'est ça qui fait que les idées viennent. Tu vois, je commence à mettre des mots, mettre des scènes, et l'histoire, elle est là. Donc, la musique, à la limite, c'est comme... la colonne vertébrale de tous mes récits. C'est ça qui fait avancer mon récit. Je ne peux pas faire un film avant, faire un film et puis après faire la musique. La musique est dans le film. La deuxième question? Le rouge, c'est l'innocence tachée. Je donne l'image toujours d'un bol de lait, le lait, la candeur du lait, et une tache de sang. Vous voyez, il y a du lait et du sang. C'est deux choses complètement anachroniques. C'est presque antinomique. Parce que le lait est de la pureté, le sang, c'est notre substance existentielle, notre substance fondamentale, et notre propriété organique. C'est ça qui fait que je sois là, que je puisse bouger. Donc moi, le rouge, dans ce film, c'est toute la violence faite aux femmes. Toute la violence. Que ce soit au mariage forcé de Fatou, que ce soit au viol de Hawa, et toutes les scènes où il y a le rouge, ça a trait à la femme. Mais ça a trait à la violence faite à la femme. Pour moi, c'est comme une onction qu'on fait sur la femme à chaque fois qu'il y a violence. Oui, je vais faire un aveu. Dans le film, dans le scénario originel, Adama revenait. Adama revenait, mais misérable. On l'a même tourné, hein, misérable, comme un gueux qui rentre, il n'a plus rien, des habits sales, il est dégueulasse, et on sait qu'il a échoué. Mais il y a une scène avec Mentor, face à la mer, qui dit tout.
qui dit, mais Adama, écoute, si ça ne marche pas, ben rentre. Il n'y a pas de honte à rentrer les mains vides. Ça vaut mieux que d'être, tant qu'on est en vie, ça va encore. Ça veut dire que ça n'a pas été une belle réussite. Parce que partir, comme le disait le chanteur, c'est pas parce que tu pars que tu réussis. C'est ça ce que je veux dire. Il est parti, mais il n'a pas réussi. Alors que Awa, qui est restée, elle a vécu une enfance violente, mais elle s'en est tirée. Elle a construit son salon avec l'aide de sa tante. Elle a élevé un enfant. Tu vois, elle a organisé sa vie d'une certaine manière, malgré tout ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est la force d'Awa. Mais aussi, c'est la faiblesse d'Adama, qui est parti et qui a vécu un échec. Si on prend une lecture pratique, nos tarifs sont entre 3 500 et 5 000, si on raisonne des enfants jusqu'aux adultes, et également une tarification spécifique par rapport à qui nous est imposée par l'architecture aussi de notre cinéma. Comme vous l'avez remarqué, on a dans cette grande salle un balcon qui donne sur un espace lounge et qui est dédié à une expérience qui va un peu plus loin en termes de confort, un peu plus loin en termes d'élégance, juste pour répondre à certains besoins spécifiques. Donc cette expérience exclusive, cette expérience VIP a également un prix. Mais je voudrais rajouter une autre grille de lecture par rapport au pricing. L'idée n'est pas juste de voir le tarif du point de vue juste du cinéma, mais c'est de voir le tarif du point de vue de l'écosystème dans lequel vous êtes. Ce que nous avons voulu proposer dans la vision de mettre en place ce complexe cinématographique, ce n'est pas seulement de proposer ce service aux clients, mais c'est de pouvoir proposer un écosystème d'un ensemble de services. Le cinéma est inclus dans le centre commercial Sea Plaza, qui est fait de nombreuses boutiques, de nombreux services de bien-être, de confort, et qui est largement dédié à la satisfaction des besoins des familles. On sait qu'à Dakar, pendant très longtemps et jusqu'à présent, il est très difficile de trouver des lieux où on peut amener les enfants. Il y en a de moins en moins, et ça devient difficile de les garder durant le week-end à la maison. Ce qu'offre le Sea Plaza, c'est un environnement sécurisé, confortable, élégant, où on peut venir en famille et profiter d'un rayon de service, incluant le rayon de service lié au cinéma. Donc nous sommes sur une tarification qui est largement dictée par l'infrastructure, la façon dont on l'a construit et surtout l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Parce qu'ici, il est question de faire vivre une expérience inoubliable. Ce n'est pas juste un terme commercial, mais l'idée c'est de pouvoir ressortir du cinéma en se disant « Ah, j'ai été dans un lieu qui m'a marqué. J'ai été dans un lieu où j'ai vu un film qui m'a marqué. » Mais au-delà du film et du contenu, j'ai été marqué par l'architecture, par le confort, par l'expérience que j'ai vécue. Donc on met beaucoup l'accent sur ces deux grilles de lecture lorsqu'on parle de tarifs. Félicitations pour le film Tonton Moussa. Alors je voulais vous poser une question à savoir, pouvez-vous nous parler un peu du casting de Adama et Awa? Je m'explique. En décembre, c'était en décembre 2020. En décembre 2020, je faisais un atelier au Centre culturel français. Je faisais un atelier pour APCO, donc un mentoring avec des jeunes réalisateurs, des jeunes qui voulaient faire du cinéma. Donc je les avais pendant 2 semaines pour les former aux petites techniques, aux rudiments du cinéma. Et c'est là où j'ai vu Ngisali, qui était dans le groupe. Awa. Et puis que j'ai vu aussi Adama. J'ai pas, sur le coup, à vrai dire, j'ai pas pensé. J'ai fait la formation et dans la formation, ils ont fait un petit film. Un tout petit film où les deux jouaient. Je regarde. J'ai dit, je mets 2 acteurs. Et je n'ai pas fait de casting. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'essai caméra. Non. J'ai dit à Ngisali, voilà, tiens, ça c'est pour toi, lis-le, dis-moi ce que tu en penses. Toi, lis-le, dis-moi ce que tu en penses. Et ça s'est passé comme ça. Parce que moi, je crois à quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'irrationnel. Mais je dis que les choses, j'aime bien le dire, ça fait marrer beaucoup de gens, je ne fais pas les choses se font en moi.
les choses viennent vers moi. Je ne vais pas, c'est comme les producteurs, je ne vais pas chercher un producteur. C'est des rencontres, c'est des rencontres au hasard comme ça. Et souvent, une petite anecdote, après je vais quand je préparais ma Tableau Ferraille, j'étais à Rotterdam. Et en 95, avec Yalla Yana, j'étais à Rotterdam et puis tout le monde courait derrière un monsieur. Tout le monde parlait de ce monsieur. Monsieur Goldenster, parce que c'était le directeur d'art et cinéma. Tout le monde, tous les réalisateurs couraient derrière. Moi, je ne le connais pas, je ne cours pas. Mais j'étais dans un hôtel et tous les matins, je me lève très tôt. À 6 h du matin, je me lève et je descends pour mon petit déjeuner. Et je tombe sur un couple. Bonjour, bonjour. Ah, premier jour. Deuxième jour, même chose. L'ascenseur s'ouvre, c'est les deux. Ah, comment allez-vous? Vous avez un film chez vous? Oui, j'ai un film qui s'appelle Oh, Yalla Yana, blablabla. On a dit, mais on va déjeuner ensemble. On a pris le petit déjeuner. Alors, quels sont tes projets? Et je lui donne mon projet. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, mais je veux le faire. Donc, je pense pas, et ça c'est fondamental pour l'art. L'art ne s'impose pas. On n'impose pas. J'aime pas les gens qui disent je suis artiste. Je suis machin. J'aime pas ça. Les choses sont là, ça se passe ou ça se passe pas. Les choses qui doivent se passer se passeront. Pourquoi je raconte ça? Non, rien, je vous raconte ça. Je suis baba. J'ai joué en Belgique aussi au théâtre, au Palais des Beaux-Arts. J'ai joué ici à Oedipe de Sénèque pendant 2 ans. J'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit la légende de Rouba qui a été présentée au Maza d'Abidjan, le premier Maza d'Abidjan en 1994. J'aime écrire pour le théâtre. Je suis un tragédien. J'aime la tragédie. J'aime pas la comédie. Je suis incapable d'écrire une comédie. C'est pourquoi quand Tété France est venu avec Gorgordou, ça m'a fait marrer. Parce que je tournais, mais je rigolais plus que je tournais. Et moi, ma relation avec les films sont des relations très alchimiques, je dirais même. Je ne cherche pas à faire comme les autres. C'est-à-dire que moi, je veux écrire quelque chose qui est unique, mais qui me ressemble. C'est-à-dire, quand tu vois les films de Djibril, et que tu vois Djibril, tu dis, ah ouais, c'est lui. Hein. Ça, c'est lui. Ça, c'est... Pour faire un film comme ça, il faut être comme ça. Et c'est ça, pour moi, un artiste. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, et quand tu vois la chose, tu sais que c'est lui qui l'a fait. Ça lui ressemble. Bonjour, je m'appelle Wile Sadio Diallo, journaliste à Level TV. Moi j'ai 2 questions. D'abord à vous Moussa Senabsa, puis à notre Madame Brouette, bien sûr. Alors ma première question c'est à votre avis, que faut-il pour un véritable essor du cinéma sénégalais aujourd'hui? Et ma deuxième question c'est comment profiter de toutes les potentialités? Moi, ma question c'est, on vous a connu avec Madame Brouette, quelques années plus tard, on vous retrouve dans un autre film. Est-ce que vous pouvez nous partager votre sentiment s'il vous plaît? On commence par... C'est un sentiment de fierté de travailler avec Moussa. De travailler avec quelqu'un 20 ans après, il te demande de travailler avec lui, mais pas simplement comme actrice, mais de passer derrière la caméra aussi. Et Moussa, c'est quelqu'un avec qui, à chaque fois qu'il me demande de travailler, je suis très contente et je vais très vite. Parce qu'il écrit, il m'envoie pour me demander mon avis. À chaque fois, je lis ses scénarios avant le tournage. Donc après ça, je travaille avec l'équipe technique et les acteurs. Et c'est quelqu'un avec qui je dis que c'est très facile de travailler avec lui. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est un réalisateur qui te donne la liberté. Parce qu'il écrit, mais nous, on donne notre avis aussi. On lui suggère des choses et il accepte. Il est très ouvert. Et on a besoin de ça. Parce que parfois, tu peux travailler avec des réalisateurs qui te limitent, qui te demandent de faire ce qu'ils veulent, et toi, tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à faire ça, et puis c'est fini. Alors que nous, les comédiens,
Les acteurs, on a beaucoup de choses et on a besoin de les sortir. Et quelqu'un comme Moussa Sène, je dis que moi, c'est un frère qui a fait beaucoup en moi aussi, parce que j'ai séminé avec lui pendant très très longtemps et je suis dans tous ses films après Madame Brouette. J'ai travaillé avec lui dans Teranga Blues. Quand il faisait aussi Black and White, il m'a appelé, j'étais dans l'équipe technique en tant que stagiaire comme réalisatrice. Et dans ce film-là, j'ai participé à l'encadrement de ces jeunes-là, que je dis chapeau. Je suis très contente et fière aujourd'hui quand Awa a eu l'interprétation féminine à Carthage, le prix que j'ai eu en 2004 avec Madame Brouette à Carthage même. Et quelques années plus tard, je reviens à Awa a eu ce prix. Je dis merci. Et puis, c'était un travail d'équipe. Hein. Il y avait mon jumeau Ibrahim qui était à côté. On a bien encadré ces jeunes. Il y avait tonton Mentor et tout le monde. Moussa nous avait donné cette liberté. Parce que moi, je ne suis rien devant Moussa pour passer, donner à ces acteurs-là, des détectives, pour leur dire qu'en mise en scène, il faut être comme ça. Les coacher pour leur dire la réalisation. Parfois, il peut mettre quelque chose dans son mise en scène. Je lui dis, non, mes grands, moi, je ne le vois pas comme ça. Et il m'écoute. Il me tend l'oreille à chaque fois. Et il pouvait dire que non, Rokhaya, tu es une simple actrice, et puis c'est fini. Donc, c'est quelqu'un que je remercie beaucoup, je dis. C'est un frère qui m'encourage, qui m'a donné cette force. Il m'encourage, il m'a donné cette force. Parce que, comme il dit toujours, je veux une femme qui est forte, une femme qui a un certain caractère, qui se fait respecter. Et dans tous ces films, je vois que la femme est toujours devant et respectée. Donc, merci à Moussa. La direction de la cinématographie qui est en train de faire des efforts. Je dis, tout est là. L'écosystème est là, en place. Maintenant, là où je veux attirer l'attention des autorités, c'est qu'il y a un système qui est un système qui marche très bien, qui est le Centre national du cinéma français, qui a été copié au centre. Il y a le Centre du cinéma marocain, il y a le Centre national du cinéma et de l'image à Tunis, ça a été copié partout. Et nous, on ne l'a pas copié. Je dis, il est temps qu'il y ait un Centre national du cinéma sénégalais qui soit à même de coordonner toutes les filières et de jeter les bases d'une véritable industrie du cinéma. Ça veut dire qu'il y a en amont tout le travail de développement de projets, il y a la production, il y a aussi la formation, mais il y a la distribution. C'est-à-dire que si la billetterie permet de financer le cinéma avec un support organisationnel mis en place par un gouvernement, par exemple, on a 2 milliards pour le cinéma. Moi, je trouve que le cinéma sénégalais, avec toutes les infrastructures qui sont en train de se créer, il nous faudrait au moins 10 milliards. 10 milliards pour booster la production, mettre l'accent sur la formation, parce que la formation, pour moi, c'est essentiel. Hein. J'ai passé 3 années de ma vie à la Barbade et à Cuba pour enseigner. Et donc, j'ai enseigné pendant 3 ans dans les îles là-bas. Et je me rends compte que nous avons un gros déficit de formation. Gros déficit. Parce que je dis, il y a formation, il y a formatage. Beaucoup de jeunes font des films et moi je dis, ils ne se rendent pas compte qu'ils font les mêmes films. Ils ont les mêmes récits. Parce qu'ils sont formatés. Parce qu'on ne leur donne pas les outils. Tu sais, on les fait pas lire. Hein? Moi, j'aime bien dire à un jeune, va lire ça. Parce que d'abord, il faut que les gens lisent. Parce que beaucoup de gens ne lisent plus. Hein? Je suis désolé de le dire. Moi, je lis beaucoup. Moi, j'aime lire. Jamais dans mon sac, il y a toujours un livre.
Et je dis aux jeunes, lis ce bouquin, lis ça, lis ce roman, va voir tel film, regarde cette peinture. Je les nourris. Je ne suis pas là pour les formater, parce que je ne peux pas, ils ne peuvent pas être comme moi. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Pour se découvrir, il faut d'abord se connaître. Donc c'est aider aussi le jeune réalisateur à se connaître, qu'il se connaisse lui-même, qu'il connaisse qu'est-ce qui lui fait mal, qu'est-ce qui le trouble, qu'est-ce qui lui plaît. Une fois que c'est ça, il peut avancer et trouver sa propre voie. Sa voie V-O-I-E, mais aussi sa voie V-O-I-X. Et moi, je pense que le cinéma, avec toutes ces infrastructures, le cinéma a de beaux jours devant nous. Nous pouvons créer une véritable industrie cinématographique. Une véritable. Nous sommes capables de produire au moins 4 longs métrages par an. Au moins. 10 courts métrages par an. 5 documentaires longs métrages par an. 3 sessions de formation par an. Et développer les autres filières. Appuyer des gens qui sont des loueurs de matériel, comme Arona Camara, qui depuis 30 ans a vraiment investi son argent, son temps, son tout, pour avoir tout ce qui est machinerie ici. Donc je pense que tout est là en fait. Il suffit juste qu'on l'organise. Et en l'organisant, on développe aussi des filières et on crée du travail pour beaucoup de jeunes. suuf ba jóg bari yërmande dootul ndox te dootul suuf